qui ne s'est jamais arraché les cheveux en surveillant plusieurs titres, pour finalement prendre position sur le premier tout en surveillant un autre, voire un troisième, et au final rater à la fois la sortie du premier trade et l'entrée du second, voire du troisième. Comment faire pour ne pas se faire avoir? La réponse tout de suite. Bonjour chers amis traders. Je crois que le plus gros piège qu'on puisse avoir lorsqu'on commence à trader, c'est tout simplement avoir la tête partout, pas savoir forcément où acheter, que surveiller, et finalement, à force de faire le grand écart, on ne fait plus rien du tout. C'est vraiment le piège, vous avez énormément d'actions qui permettent effectivement de faire du swing trading dans une phase montante pour un titre pendant quelques temps, puis après c'est un autre qui prend le relais. Et finalement, on ne sait jamais trop vraiment comment suivre, comment être sûr de ne pas louper une occasion, et à force de regarder partout, on peut louper pas mal de coches. Alors je dirais, pour vraiment débuter, il faut accepter et avoir l'humilité de se dire on ne pourra pas être tout le temps en activité. Je sais qu'à l'école, on nous apprend beaucoup finalement à se dire que c'est uniquement quand on travaille qu'on obtient des résultats, donc plus on travaille, plus on gagne, gagner plus en travaillant plus, ça vient pas de moi mais d'un ancien président. Et donc on a l'impression que si on est tout le temps sur les marchés, c'est le meilleur moyen, peut-être même le seul, de se mettre vraiment à gagner de l'argent. Moi j'ai pu constater au cours de mes expériences, de mes essais, que finalement si on reste focus, qu'on se spécialise sur un marché, c'est là qu'on tire son épingle du jeu. Alors, beaucoup de personnes parlent en ce moment de l'euro-dollar ou du DAX, mais il faut bien se mettre en tête que effectivement, si les techniques de trading classiques fonctionnent bien sûr sur les deux, chacun des titres va avoir sa spécificité. Si par exemple moi je regarde l'euro USD, en une heure, voilà, on va retrouver plusieurs... je vais faire un petit peu de nettoyage. On va retrouver plusieurs caractéristiques de l'euro-dollar. Déjà sa liquidité, c'est quelque chose de très très liquide, il y a très peu de trous dans la raquette. Et puis un mouvement relativement de longue amplitude, beaucoup de mouvements mais très peu erratiques, c'est quelque chose de relativement propre à suivre. C'est un bon système pour commencer, mais il y a énormément de monde dessus. Donc on retrouve finalement pas mal de pièges classiques comme la chasse au stop ou ce genre de choses. Le DAX est lui aussi intéressant, mais il est beaucoup plus, comment dirais-je, péchu. On a beaucoup de faux mouvements comme ça, de cassures, dans très peu d'harmonie finalement. On a des choses extrêmement brutales, ce genre de choses comme ça. Ici, là, pauvre, ça casse. Ça peut être déstabilisant, mais bon, si on accepte de faire ça, ou si on pratique par exemple le scalping, c'est tout à fait intéressant. Et puis il faut voir aussi qu'au fil du temps, chaque titre peut évoluer différemment. Par exemple, ici, on voit que le DAX a été relativement plat pendant une sacrée période de temps, plusieurs semaines. L'euro-dollar a été beaucoup plus actif durant cette même période. Voilà, on voit des choses qui sont beaucoup plus actives. Donc pendant un moment, on peut avoir des marchés en tendance, pendant un autre moment, des marchés en range. Mais est-ce à dire qu'il faille absolument, lorsque par exemple le marché est comme ça, lorsque le marché est vraiment flat, est-ce à dire qu'il faut vraiment aller voir ailleurs en disant c'est un peu le problème du focus humain. Quand je regarde ailleurs, je ne regarde pas du coup l'autre outil que je surveillais. On peut bien sûr utiliser les alertes, se dire par exemple, tant que le prix évolue dans ce rectangle-là, je ne fais rien, dès qu'il sort, je me mets une alerte et je me réintéresserai au titre. C'est une façon de faire, c'est clair. Je trouve quand même que quand on débute, il vaut mieux rester focus, suivre tous les jours ce que fait le seul titre qu'on a décidé de choisir. On va voir après comment choisir idéalement pour soi son titre par rapport à sa personnalité. Il vaut mieux suivre ça, comprendre un petit peu la philosophie de chacun de ces titres, quitte à rien faire effectivement pendant un moment. Et puis au moment où on détecte enfin un signal, tout simplement de s'y mettre. Si par exemple ici, on considère que c'est à la cassure de cette droite de tendance que l'on veut intervenir, ça peut être intéressant effectivement de rien faire durant cette période-là, de guetter vraiment en suivant très près juste ce titre-là et de se mettre en position dès que ça intervient dans notre sens. Et puis il faut savoir aussi que ne pas prendre un trade qui ne mène à rien ou qui nous fait perdre de l'argent, c'est également trader et d'une certaine manière être gagnant. Il y a un livre qui s'appelle La force du focus, écrit par Jack Canfield et Mark Victor Hansen, l'SC8, qui justement reprend un peu cette idée-là et qui dit que tout simplement on obtient plus facilement ses résultats en étant focus sur un seul objectif plutôt qu'en essayant de courir plusieurs lèvres à la fois. Il vaut mieux faire quelque chose à fond et d'y aller jusqu'au bout plutôt que de se disperser finalement, d'avancer nulle part. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'effet pitbull. Tant qu'on n'a pas
on ne lâche pas sa proie tant qu'on n'a pas atteint ce qu'on a en tête. Et là, c'est la même chose. Je pense que le plus simple, vraiment, c'est de choisir son titre, de le suivre vraiment tout le temps et de ne pas forcément regarder ailleurs. Alors, ça peut être le Bitcoin aussi, si vous êtes intéressé par le Bitcoin. Vous pouvez choisir le Bitcoin. Suivre, voilà, moi j'ai fait plusieurs suivis de ce titre-là. J'ai acheté plusieurs augmentations. Et je suis parti plus sur une stratégie effectivement swing trading que forcément d'investir sur du long terme. Et là, on voit évidemment que le Bitcoin a sa spécificité. Quand on voit en l'espace de quelques heures, moins d'une journée, une chute de plus de 20%, je pense qu'il faut avoir quand même les nerfs bien accrochés pour suivre ce type de titre. Personnellement, à titre vraiment si vraiment vous êtes débutant, moi ce que je vous recommande, ça va être l'AUD-USD. Quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. Il est effectivement relativement facile à lire, pas trop de gros mouvements brutaux. On a des choses assez simples, et ça, quelle que soit l'unité de temps. Voilà, on a des choses qui sont relativement, en anglais on appelle ça smooth, donc fluide, calme, douce. On arrive à comprendre ce qui se passe, les indicateurs techniques sont extrêmement clairs. Il y a très peu d'arnaques, de faux départs. Les choses sont relativement simples, c'est vraiment clair. Je pense que c'est un très bon moyen de commencer, de se prendre de l'AUD-USD, un petit peu moins tradé, un petit peu moins liquide que l'euro-dollar, mais largement suffisant pour un particulier. De le suivre jusqu'au bout. Moi, je l'ai suivi pendant presque 1 an et demi. Et j'ai fait pas mal de trades avec succès sur celui-ci, sur ce titre, qui est relativement facile à lire. Alors justement, vous pouvez choisir autre chose, mais comment être sûr de son choix? Bon, comme je le disais, chaque titre un petit peu a sa spécificité. Il y en a une que vous devez avoir systématiquement, c'est la liquidité. Comment vérifie-t-on qu'un titre est liquide? Eh bien, dans une représentation classique, il suffit de se mettre par exemple pour 1 minute et avoir un graphique comme ça. C'est-à-dire en fait, vous n'avez pas forcément l'impression de savoir que vous êtes en une journée, en 1 heure, 1 minute, quand vous regardez juste les prix. Il n'y a pas de trou dans la cotation, on n'a pas des petits segments, des traits qui se suivent. Je vais vous faire un exemple peut-être plus parlant. Si je prends une action comme celle-ci, voilà, en 1 minute, voilà, c'est typiquement, ça c'est clairement un titre complètement illiquide, pas du tout adapté pour le trading. Éventuellement sur une trading, voilà, c'est complètement lisible. Il faut remonter dans une unité de temps un petit peu plus longue pour retrouver quelque chose d'un peu plus propre. Et encore, on voit beaucoup de gaps. C'est vraiment typiquement le type de titre à éviter absolument. Donc la liquidité, c'est un des éléments les plus importants. Donc, dans ces exemples-là, si on se remet en 1 minute, vous allez avoir pratiquement toutes les paires du Forex. On parlait de l'AUD-USD, on voit que c'est clair. L'euro-dollar, bien sûr, classique. C'est la paire la plus liquide qui existe. Le DAX est également relativement liquide. Permet de faire des choses propres. Voilà, ça, premier critère, liquidité. Bon, l'autre point à regarder, c'est aussi la volatilité. La volatilité, elle se caractérise essentiellement, d'un point de vue du graphique au niveau du prix, par une taille de bougie plus importante que d'habitude. Les titres sont rarement volatiles en permanence, mais il y a souvent des périodes. Le mieux, c'est peut-être de regarder, effectivement, je suis sur le Bitcoin, de le regarder en 1 heure. On est déjà dessus, peut-être en 1 journée à ce moment-là. Voilà. Là, on voit que pendant quelques mois, le Bitcoin n'a rien fait du tout. Et puis, ça a commencé un petit peu à bouger. On voit les bougies qui augmentent en taille. Ici, on se retrouve avec des bougies de plus en plus grosses. Et là, on arrive à des tailles de bougies relativement importantes, puisque la variation d'une bougie est de 20% en une journée, ce qui est quand même relativement important. Là, on a des choses extrêmement volatiles, et pour débuter, c'est pas vraiment adapté aux traders débutants, donc c'est vraiment le genre de titre à éviter. Donc le Bitcoin, c'est effectivement à la mode, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est pas le meilleur titre si vous voulez commencer à faire vos armes sur le trading. Je reviens à nouveau sur l'AUD-USD, les choses sont beaucoup plus claires. Alors effectivement, il y a des phases où il y a un peu plus de volatilité, mais c'est sans commune mesure avec le Bitcoin. Exemple ici, cette bougie-là, voilà, c'est du 2%. On est loin des 20% dans la même journée. Donc les choses sont plus simples à appréhender, à accepter. Et il ne faut pas se leurrer, on ne fera pas forcément moins d'argent parce que ça bouge moins sur un titre. Ce qu'il faut voir, c'est tout simplement si on arrive à acheter et à revendre plus cher après, c'est là qu'on va gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et quelque chose de smooth, c'est-à-dire de doux, comme c'est le cas ici, des courbes
qu'on imagine bien, qu'on arrive à suivre, qu'on comprend, c'est beaucoup plus simple à appréhender que quelque chose comme ça, où finalement ça dévisse d'un moment à l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ici, en l'espace d'une journée, on a une forte montée qui s'est résorbée très vite. C'est des choses qui sont assez déstabilisantes. Regardez ici, c'est assez incroyable. On commence, hop, on fait plus 28%. Quelques jours après, on fait moins 22%. On vient ce qu'on appelle les portes de Salomon, c'est qu'on se fait littéralement balader. Et bon, il faut que les émotions suivent après. Je pense que c'est pas adapté pour démarrer en trading. On choisissait un titre vraiment liquide, volatile, avec cette sensation de douceur, je dirais d'ondulation. Donc, je reviens à nouveau sur le USD, qui est relativement facile à vivre. Commencez à faire vos armes dessus. Suivez le titre tous les jours, au quotidien. Appréhendez-le. Essayez de comprendre, de faire coïncider les indicateurs techniques avec l'évolution du prix. Vous allez voir que c'est très facile à lire. Ce titre est très facile à lire. Et puis, commencez comme ça. Bon, maintenant, vous avez choisi votre titre. Alors, au hasard, l'AUD-USD. Il vous faut comprendre quel est l'état du marché pour ensuite pouvoir essayer de vous positionner soit à l'achat, soit à la vente, soit tout simplement à rester patient en attendant que le marché prenne une décision. Comment peut-on faire ça? Très rapidement, on voit effectivement les indicateurs techniques. Alors, je vous invite à regarder dans la description en dessous les références à ma vision des indicateurs techniques pour bien comprendre ce qu'il en est du marché. Mais on peut aussi utiliser les bonnes vieilles moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes, une courte et une lente. Hop, je vais afficher. Qui sont relativement déjà un bon indicateur pour savoir si on est en phase montante ou descendante. Par exemple, ici, on a un prix qui est au-dessus du moyenne mobile 20 périodes, qui est au-dessus elle-même du moyenne mobile 50 périodes, les deux étant croissantes. Là, on a vraiment une phase de hausse. Ici, c'est un petit peu plus du yaourt, donc hop, je vais dessiner ça. Ici, c'est du yaourt, donc bon, on fait rien, on considère qu'il y a de l'indécision. Ici, ça repart à la hausse, tout est bien orienté. Ici, on est à nouveau en phase de yaourt. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on va retrouver relativement partout, dans quelques unités de temps, on le retrouve là. Là, c'est du yaourt. Ici, c'est pas clair non plus. C'est vraiment qu'on a tout qui est orienté à la hausse, qu'on peut considérer qu'on est à la hausse. Alors, bien sûr, on peut aussi envisager les mouvements à la baisse. Je ne sais pas si j'en ai à voir sur cette unité de temps-là. Si, on en a une ici. Là, clairement, on a du range. Ici, belle tendance baissière qui se retransforme en yaourt à nouveau dans ces eaux-là à peu près, avant de se retourner à la hausse. Donc vous voyez déjà, effectivement, on est en 1 heure, donc pratiquement voilà, tous les 2 ou 3 jours, on a de quoi se positionner dans un sens ou dans l'autre. Donc pas besoin de faire 36 000 titres. Et ce qui est important, c'est déjà de détecter ces mouvements de marché. Quand on est en mouvement haussier, donc pris au-dessus de la moyenne mobile 20 croissante, elle-même au-dessus de la moyenne mobile 50 croissante, on a en général le RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité, la zone des 50, et qui indique finalement un fort momentum haussier. Le stochastique en général va correspondre aux petites oscillations qu'on retrouve ici. On va voir les variations. Et donc c'est relativement en phase avec le RSI. Donc ici, lorsque le stochastique indique en fait un mouvement de retracement à la baisse alors que le RSI est toujours sur sa zone de neutralité, au moment où ça repasse au-dessus des 50, on peut considérer qu'on a un bon point d'entrée. On peut aussi voir ça de manière un petit peu plus simpliste et se dire, bon, quand on a tous les éléments qui sont en tendance, donc une moyenne mobile bien orientée, le prix au-dessus, les moyennes mobiles bien orientées et le prix au-dessus, eh bien on attend que cette consolidation se termine et on attend une cassure d'un niveau. Donc ici, a priori, on a un niveau. Quand il est cassé, on peut se remettre en position pour finalement profiter du reste de la hausse tant que les moyennes mobiles sont bien orientées, que le RSI fait la même chose. Donc ça va être essentiellement ça le travail que vous allez avoir à faire, c'est de détecter une tendance haussière, de chercher des consolidations au sein de cette tendance, et puis vous positionner dans le sens de la tendance et suivre jusqu'au bout. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus compliqué que ça à faire. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de repérer ce qu'on appelle les niveaux. Avant de faire le moindre trade, il y a 2 choses à regarder, les axes horizontaux et verticaux. Alors les axes horizontaux, c'est quoi? On va se mettre en unité de temps longue, très longue, 1 mois. Et on va repérer les différents niveaux, c'est-à-dire les endroits où le prix a tendance à stagner. Alors moi, ce que je préfère en représentation, ce n'est pas les prix au format classique, mais la représentation Aiki Nashi. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, si je prends l'excellent site de Benoît Rousseau, qui nous explique le fonctionnement d'Aiki Nashi, ici on a les bougies traditionnelles, chandeliers japonais traditionnels.
cours d'ouverture, cours de fermeture, plus bas de la journée, plus haut de la journée. Les bougies Akinashi en fait sont représentées différemment. Le prix d'ouverture, enfin le bas de la bougie correspond à la moitié du corps de la bougie précédente. Et la clôture correspond finalement à la moyenne des 4 valeurs, plus haut, plus bas, ouverture, clôture. Une espèce vraiment de moyenne. Alors en quoi c'est intéressant? On le voit tout de suite sur ce graphique, c'est que voilà, d'un point de vue beaucoup plus visuel, la tendance nous apparaît. Ici, on voit qu'on est dans un trend vraiment haussier, rien qu'en regardant les bougies, sans forcément avoir regardé les moyennes mobiles. Alors que si je passe en prix classique, c'est un petit peu moins lisible. Voilà. Donc si je prends cette bougie-là, la bougie Akinashi finalement va ouvrir à la moitié de la précédente, et la clôture va correspondre à la somme de la valeur plus haut, plus bas, ouverture, clôture. C'est ce qu'on a là. Alors en quoi c'est intéressant? Il faut imaginer qu'on est, on est en guerre entre, on va dire, les Français et les Allemands, et que chaque jour, en fait, on se castagne autour d'une ligne de front qui évolue. La ligne de front, on pourrait à la limite la représenter comme ça. Voilà, c'est le prix de clôture de chaque fin de journée. On pourrait mettre à la place de clôture, on pourrait mettre la moyenne. Voilà, on a la ligne de front. Donc quand c'est vert, c'est les Français qui gagnent sur les Allemands, et quand c'est rouge, les Allemands reprennent du terrain sur les Français. Bon, c'est une façon de voir, mais ce qui est intéressant dans la fonction Akinashi, c'est que juste par le fait d'avoir la couleur de la bougie, on sait si on est au-dessus ou en dessous de la valeur moyenne de la veille. En gros, on sait si on a une avancée stratégique sur l'ennemi, juste en regardant la couleur de la bougie. Après, il y a d'autres subtilités. Lorsqu'on a une bougie Akinashi qui a ce qu'on appelle un fond plat, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu de retracement suffisant pour de contre-offensive allemande pour renfoncer le camp français, ça indique vraiment un momentum haussier. Ici, on sent qu'il y a plus de tergiversation. Les Allemands se battent contre les Français, ça se castagne, donc là, ça hésite. On a un point d'achoppement, donc un niveau intéressant, qu'on ne verrait pas d'ailleurs forcément, voilà, ici. C'est pas forcément visible. En Akinashi, on le voit un peu mieux. Et du coup, c'est ces niveaux-là qu'on va essayer de repérer. Donc comment on fait? On repère sur les mouvements de hausse comme ça, lorsqu'il y a des petites hésitations. C'est le cas ici. Il se trouve que c'est des points qui vont coïncider avec d'autres zones précédentes. Ici, il y a eu un point justement où ça a tapé dedans. On retrouve une consolidation ici qui correspond justement à un ancien niveau là, un niveau là, un niveau là, où le prix est venu buter, résister ou rebondir par le passé, et où le prix va certainement rebondir sur le futur. Pourquoi? Tout simplement une personne qui va acheter ici, en se mettant tout simplement à l'achat, en espérant gagner, ne va pas accepter que le prix reflue en dessous de ce cours-là, et donc va clôturer sa position sur ces niveaux-là, alors que d'autres vont plutôt faire l'inverse. Donc c'est des lieux où les acheteurs, les vendeurs, les Français, les Allemands se battent âprement, et donc où il y a de la tergiversation, de la volatilité, donc vraiment des zones intéressantes à surveiller, parce que c'est pas forcément là où on va se mettre à prendre position, on va plutôt attendre l'issue du petit conflit pour repartir en position. Donc là, typiquement, lorsqu'on a un mouvement haussier comme ça, une tergiversation sur lequel, par le passé, on a eu plusieurs contacts, on va se dire, voilà, je sais pas ce qui va se passer, je suis pas mal à Myanmar, mais ce que je me doute, c'est que si on casse ce niveau-là, la hausse va continuer. Donc, auquel cas, je me mettrai à l'achat. En revanche, si ça redescend vers le bas, peut-être que ce momentum aussi-là est en train de s'interrompre ou en train de partir à faire du yaourt. Et donc, pour l'instant, je vais m'abstenir. Et donc, il est important de marquer tous ces niveaux par le passé et dans toutes les unités de temps qui nous intéressent. Y compris si vous travaillez en 1 heure, vous devez regarder également les unités de temps sur un mois, ce qu'on vient de faire actuellement. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire tous les niveaux, mais disons qu'il faut être relativement proche de là où évolue le prix, de manière à avoir quelque chose de relativement intéressant et utilisable. Donc on fait ça en 1 mois, on fait ça en 1 semaine. Donc là, on va voir apparaître des détails plus intéressants. Ici, on a quelque chose. Ici. Donc voilà, si on se positionne à l'achat, on peut se douter qu'ici, il va peut-être y avoir une réaction. Donc c'est intéressant de le surveiller. On continue, on va descendre sur la journée. Qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, il y a peut-être un petit peu moins de choses là. Ici peut-être, bon, c'est pas très clair. Si, ici, puisque là on a eu quelque chose là et là. Mais pas grand chose d'autre, il faut remonter vraiment à très loin, donc c'est pas super intéressant. Et donc si on se met à la position, si on veut prendre position à l'achat en 1 heure,
Bon, bah là, on voit effectivement qu'il y a un petit peu plus de détails. On voit quelque chose ici, quelque chose là, et bien sûr, voilà, ce qui correspond avec le trait d'unité de temps supérieure, donc on ne va pas le remettre. Donc on a une lecture plus simple des points où il peut y avoir du combat. Donc, imaginez comme ça, vous voulez faire du scalping, bah vous allez descendre comme ça de proche en proche jusqu'à atteindre les 1 minute ou les 300 ticks, suivant la manière dont vous tradez. Donc là, on a une représentation horizontale de tous les points d'achoppement, donc qui peut être intéressant à prendre. Il faut également prendre en compte tout ce qui est news économique. Ici, donc sur le site de FX Street, on va voir les calendriers économiques. Et donc là, comme je suis sur la USD, je vais regarder les news concernant la UD et les news concernant l'USD et positionner un repère temporel. Donc là, je vais mettre n'importe où, parce que, hop, qui correspond finalement à l'endroit où il y a ces news. Et pourquoi je dis ça? Je sais qu'aux abords de ces news, donc avant ou juste après, il y a un risque d'augmentation de la volatilité. Et donc c'est pas forcément le meilleur moment pour entrer en position si je ne suis pas déjà. Ça peut être également un moyen de rapprocher son stop lorsqu'on approche de ces positions et qu'on est en léger gain ou en gain, de manière à pas avoir un retracement qui nous fasse reperdre de l'argent. On peut aussi, si on est vraiment très prudent, tout simplement sortir de position avant que les news arrivent, voir s'il le faut, se remettre en position juste après ou un peu après lorsque tout s'est calmé. Donc cette lecture à la fois verticale et horizontale vous donne vraiment une vision intéressante et complète de l'évolution du prix. Donc en ajoutant à ça les évolutions sur plusieurs unités de temps, donc ici on va sur un graphique 1 heure, si je le dupliquer, il est où? Voilà, je le passe en, hop, allez on va dire une journée, j'ai une lecture beaucoup plus simple, et j'irai complète maintenant, de tout ce qui se passe. Donc je détecte en unité de temps une journée que nous sommes en tendance haussière. C'est indéniable, les prix sont au-dessus des moyennes mobiles elles-mêmes croissantes, le RSI est clair, le stochastique aussi. Il se trouve qu'on est en phase de pause, ça correspond à cette petite zone ici de tergiversation, qui correspond elle-même à un endroit par le passé où le prix est venu un petit peu se battre plusieurs fois. Est-ce que je prends un trade maintenant? Non. Effectivement, nous sommes en tendance haussière, mais comme à tout moment, le prix peut faire trois choses. Ça, ça ou ça. Et à tout moment. Il se trouve que tant que je suis dans mon carré bleu ici, qui correspond au carré bleu le plus grand ici, eh bien, je suis en range. Donc, si j'ai une stratégie de trading en range, j'en ferai une dans le futur, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Eh bien, je l'applique, mais là, tout de suite, je ne fais rien. Donc, je vais attendre soit une cassure par le haut, soit une cassure par le bas. Si j'ai une cassure par le bas, dans la mesure où mon train est toujours haussier en unité de temps supérieure, je ne vais rien faire. Je vais attendre qu'une figure de consolidation se reforme et qu'on ait une nouvelle cassure d'un rectangle par le haut. Si le prix se met à casser cette zone-là, là je vais rentrer en position parce que je sais qu'il va y avoir une continuité de ce mouvement haussier. Et donc tant que les indicateurs techniques, les moyennes mobiles, le RSI seront positifs, seront haussiers, je resterai en position. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous faites ça, si vous ne voulez pas prendre de trade, vous étudiez ce qui s'est passé par le passé, déjà. Mais au jour le jour, vous voyez comment ça évolue et vous allez voir très vite que vous allez comprendre comment vous allez sentir le marché et plus vous posez la question de savoir est-ce que je dois acheter tel ou tel titre ou intervenir quand, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va monter, ça va baisser. Vous le lisez tout simplement, vous apprenez à lire comme une carte, l'évolution du prix et vous êtes en mesure de comprendre que par exemple ici, cette baisse-là, je vais mettre un petit, hop, on était où? On était ici, voilà. Hop, on va le mettre en bleu. Il veut bien. Pour se repérer. Vous savez que dans cette zone-là, cette stagnation, cette baisse du prix ici, vu le contexte qu'il y a en unité de temps supérieure, n'est pas tout simplement un dégringolade, une cascade ou une chute du prix, mais quelque chose de temporaire. On va attendre que ça consolide. C'est ce qui arrive, hop, ici. Et à partir du moment où le prix recasse cette zone de consolidation, vous pouvez prendre une position de manière sereine à l'achat, avec un stop relativement serré, parce que vous êtes en mesure, en voyant ce qui se passe au-dessus, tout simplement de douter que ça va continuer un petit moment. En tout cas, tant que les courbes sont lisibles, ici ça devient un peu plus du yaourt, donc vous pouvez sortir de position, je pense ici, et vous faites déjà une plus-value intéressante de une centaine de pips, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
dans lequel on a revu vraiment les éléments de base avant d'intervenir en position. Si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu pour m'encourager à continuer et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles publications à venir. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.